Bonjour ou bonsoir à tous, nous reprenons Musicosophie, c'est le 19e épisode et ça devient une véritable saga. Et je remercie Dominique Pagani de revenir parmi nous dans un nouveau Merci, Émeric. cadre, un nouveau décor. On remercie un ami qui s'appelle Pierre-Alain qui s'est occupé de ça. Et on va reprendre justement une nouvelle série à l'intérieur de cette saga, hein, appelez-la comme vous voulez, mais il y aura une suite très rapidement. Aujourd'hui, Dominique, tu voudrais revenir sur peut-on encore faire une histoire de la musique, si j'ai bien compris. Oui, si je peux m'expliquer relativement rapidement, avant de commencer, mais tout de même, c'est parce que notre public, que je remercie au passage pour sa fidélité et sa patience, vu le temps qu'on a mis à faire à la reprise, mais enfin, chacun comprend que dans les circonstances actuelles, tout n'est pas simple à ce niveau-là. C'est une reprise kierkegaardienne. Voilà. Notre public doit se demander des fois pourquoi on a appelé ça Histoire de la musique au départ, encore que Émeric Monville a bien fait de le baptiser plutôt Musicosophie pour que ça intègre l'histoire de la musique et autre chose. Mais même au départ, le projet, c'est quand même ça. Mais enfin, je veux dire, on chercherait en vain une chronologie pour l'instant. Enfin, ce qu'on est au minimum en droit d'attendre d'une histoire, qu'elle soit celle de la musique, de la mécanique ou de la botanique, c'est un minimum de progression, de diachronie chronologique. Bon. Et je vais seulement aujourd'hui, alors qu'on en est à la 19e séance, dire pourquoi nous, vous et moi, Émeric et moi-même, nous sommes un petit peu contraints à cette approche spiralante, pardon pour le barbarisme, mais on se comprend, hein, à tourner autour du pot, mais sans revenir à zéro à chaque fois. Voilà pourquoi c'est la spirale plutôt que le cercle. Parce que notre temps, je parle ici dans un sens quasiment hegelien, hein, je pense au jeune Hegel écrivant sur des notes pour lui-même, tu ne pourras jamais être plus que ton temps, mais au mieux, tu seras ton temps. Donc notre présent historique, comme une espèce d'horizon au sens astrophysique du terme, quasi indépassable, n'est-ce pas, de la connaissance. C'est important quand même. Le plus difficile, il nous est plus facile de comprendre le Versailles de l'époque de Molière que notre temps. Mais pas seulement parce que c'est plus compliqué, ça n'est pas tellement plus finalement. C'est pas triste, hein, le XVIIe siècle, passé de l'époque baroque à l'époque classique, les bouleversements, le pouvoir royal mis en question, ou au contraire après le plus long règne de l'histoire de France. Non. Tu parlais pas en termes de musique là, hein, d'ailleurs. Hein, c'est l'époque baroque et classique, c'est en termes de littérature. Hein, Bien sûr, mais c'est pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Simplement, le fait que ce soit au présent, il y a des résistances qui viennent des contraintes du discours dominant, que j'appelle même hyper dominant, écrasant, qui n'ont pas lieu, qui sont moins importantes lorsqu'on parle d'un passé qu'on ne va pas changer en parlant de toute façon. Hein. Et ce n'est pas un hasard si Aristote dit une des phrases les plus profondes qu'on ait vues entre la visée théorique et l'action politique, c'est la mathématique unit les hommes, la politique les divise. Alors, je suis en train de faire allusion à quoi? Que tout est fait aujourd'hui pour qu'une histoire, non pas seulement de la musique, mais que l'histoire, avec un H en général, soit impossible. La nature l'emporte sur l'histoire, même si on reste dans la petite sphère confinée des intellos que nous sommes, hein, et en un certain sens, tous les intellectuels, si on veut être moins réducteur. Si on prend par exemple le courant structuraliste, il avait déjà condamné la diachronie comme étant ringarde au profit de la synchronie. Nous sommes encore dans cette tendance dite bientôt, qu'on va bientôt appeler, enfin après le structuralisme, je fais un futur, postmoderne. On a terminé avec le cauchemar hegeliano-marxiste de l'histoire, on en a terminé, on en est délivré,
Ce qui est important, hein, c'est la nature. Regardez tous les romans, dont certains excellents, ou des films nord-américains, je dis ça pour intégrer le Canada aussi bien que les États-Unis, c'est toujours quelqu'un qui est perdu dans la neige quelque part dans le Montana, dans le wilderness. C'est l'immensité des espaces aujourd'hui qui est important, que ce soit le Grand Bleu ou que c'est intéressant. C'est pas d'accord. Il y a ça chez Jack London, mais il y a un peu plus de politique aussi quand même. Hein, mais... Incomparablement. Oui, chez Jack London, on retrouve bien sûr cette tendance wild. On dit wild, oui, c'est ça, oui. On prononce anglo-saxonne, qui commence dans la littérature anglaise et qui se poursuit, qui va donner aussi bien le livre de la jungle de Kipling, hein, je veux dire, pour montrer que c'est anglo-américain, que James Oliver Curwood, hein, que Cro-Blanc, c'est-à-dire, je souris parce que moi je l'impute au fait que les pays nordiques ont été tardivement christianisés. Et que les dieux de la nature, les dieux païens, les dieux des arbres, des lacs, de la forêt, sont encore fortement présents. Il n'y a qu'à voir le regain d'intérêt pour la littérature arthurienne à la fin du 19e siècle, par exemple, hein, je veux dire. Et je ne parle pas de Tommy Potter. Vous voyez, je ne fais pas des amalgames. Je constate qu'à chaque fois, le côté un peu païen, pré-chrétien, magique, n'est-ce pas, est important. Alors, bien sûr, avec la vague. C'est vrai que c'est une tentation qui nous est revenue d'Angleterre dès le XIIe siècle, avec Train Chrétien 3. Bien sûr. Ça peut donner des chefs-d'œuvre. Hein. Attention, Robinson Crusoe, le livre de la jungle, de ce grand réactionnaire belliciste, puisqu'il était partisan de la guerre de 14 de Kipling, mais qui est un auteur très profond par ailleurs, qui est un vrai écrivain. Je veux dire, produit cette caractéristique de la littérature anglaise. Je ne sais pas pourquoi je fais une échappée avant de revenir à la musique, mais enfin, c'est intéressant de voir que la littérature française a un énorme prestige au niveau des considérations formelles, des considérations purement littéraires, si ça a un sens. Par contre, la littérature anglaise a ce génie propre de publier des ouvrages qui sont connus dans le monde entier de 7 à 77 ans. Robinson Crusoe, j'en parlais, n'est-ce pas? Le livre de la jungle, bien avant qu'on en fasse un dessin animé Walt Disney, je veux dire, ce sont des best-sellers mondiaux, voilà, je veux dire. Alors que je ne sais pas si dans le monde entier, on comprend l'éducation sentimentale, vous voyez, de la même manière que... Voilà. Oui, par exemple, Racine est incompris des étrangers en règle générale. Hein, si on... Bien sûr. En tout cas, il est très apprécié des Français. Alors, Racine a beaucoup de mal à franchir les frontières, d'accord? Même Hegel, qui est un grand admirateur de la culture française, ne voit que le côté un peu artificiel, un peu courtisan, un peu... Voilà, qui est manifestement, enfin, qui est très marginal dans ce qui est intéressant chez Racine. Donc Racine a mis du temps à franchir les frontières dans l'exacte mesure où Brahms a mis un temps fou à quitter les frontières de l'Allemagne. Pendant longtemps, on le considérait comme un auteur de variété qui faisait des danses hongroises ou des choses un peu mièvres. Alors que maintenant, c'est B, les trois grands B, Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner. Bon, je reviens à la musique puisqu'on y est. Pour dire que cette histoire de la musique, qu'est-ce qui m'a fait tout d'un coup décider qu'il fallait le mettre sur le tapis, ce problème. Pourquoi on tourne autour du pot, qu'on passe d'une problématique musicale à l'autre, mais un peu apparemment, dans le désordre. Et pourquoi? Parce que la résistance dont je parle à faire émerger une vraie histoire universelle, rationnelle. Rationnelle, ça veut dire non européocentrée, par exemple, qui serait vraiment une histoire des musiques. Donc déjà, cette exigence d'universalité. La musique au sein de toutes les musiques. Donc, déjà, ce n'est pas en odeur de sainteté l'universalité dans le monde qui nous entoure, où il faut être Hutu ou Tutsi, homme ou femme, ou bipolaire, et qui vous dit, monsieur, que je suis un homme, quoi, ou corse ou français ou occitan, il faut être tout ce qu'on veut, toutes les identités, mais jamais une classe sociale. Ça, c'est cette différenciation-là, n'est-ce pas, elle est considérée comme dépassée, comme réductrice.
Mm. On commence à s'approcher de mon problème. Il est grave. Et je vais essayer de suggérer par quoi il était inspiré. Et comme je me contredirais d'en parler directement, puisque je reviens, hein, je disparais pour un moment. Oui, voilà. Je vais essayer de le faire comprendre par analogie, puisque je ne peux pas en parler directement. Je fais allusion ici à ce que dit l'Ancien Testament dans la Genèse. Oh, c'est très rapide et très court, vous rassurez-vous, et c'est archi connu. Dieu a créé l'homme à son image. Je suis en train d'expliciter ici pourquoi j'ai recours à l'analogie. Un peu comme, en toute simplicité, un peu comme Platon dans la République, lorsque c'est dit, Simmias et Cébès, non, ça c'est dans le Phédon, excusez-moi, lorsque Adimante et Glaucon le pressent de dire ah ben alors, parle-nous du bien, parce que tu dis que c'est ce qu'il y a de plus important, que c'est même au-delà de l'essence. Bon, ben, Platon dit qu'il y a un truc qui va au-delà de l'idée, de l'eidos, dit donc ça doit être important quand même. Et Socrate répond mais je ne peux pas, c'est au-delà de l'essence donc du logos, donc comment voulez-vous que j'en parle? Mais à défaut de parler directement du bien, je peux vous parler de son rejeton, le soleil, c'est son équivalent, son analogone dans le monde visible. Voilà ma comparaison. Eh bien, je vais essayer de trouver plusieurs analogas de cette résistance à laquelle je fais allusion, cette résistance qui vient de ce qui est, à mon avis, de plus profondément réactionnaire dans les pouvoirs qui dominent actuellement, ces résistances à pouvoir faire une histoire en général et singulièrement une histoire de la musique. Je vais commencer par ce qui m'a mis sur la piste. C'est plusieurs documentaires, oui, ben, le confinement, comme nous tous, je regarde de temps en temps, on ne peut pas regarder toujours les mêmes choses, donc je regarde des choses qui ont peu de rapport avec la philosophie ou la politique. Et je regardais quand même, encore que tout est politique, puisqu'on va y arriver bientôt, des documentaires relatifs à la disparition progressive des récifs coralliens, ou plutôt leur mort, pas leur destruction. Vous savez qu'un récif de corail, c'est-à-dire cette réserve incomparable, près de 60% des espèces animales marines vivent dans les récifs coralliens, qui ne sont pourtant pas en superficie, vous voyez, par rapport à l'ensemble des océans. La majorité de la surface, tant s'en faut. Vous voyez l'importance qu'ils soient détruits. Eh bien oui, il arrive que Paganini ait un souci écologique. J'ai le droit quand même, moi aussi, de temps en temps. En fait, je l'ai tout le temps, mais je ne suis jamais écologiste et vous allez voir la différence. En particulier, je ne prends pas l'écologisme son obsession anti-humaniste. L'homme, la catastrophe dans l'être, quoi. En effet, en regardant ces documentaires, comment n'ai-je pas sursauté d'apprendre que cette destruction des récifs de corail, loin d'être due au réchauffement que nous induisons, etc., est due avant tout à un facteur naturel qui est une étoile de mer, d'une voracité qu'on ne soupçonne même pas, qui a pour surnom la couronne du Christ dans certaines régions océaniennes, hein, si vous cherchez un petit peu, Acantarex, hein, c'est le nom savant, c'est une grosse étoile de mer, je ne vais pas vous faire le descriptif, je ne suis pas zoologue en plus, hein, venimeuse, pardon, on ne parle pas d'une plante, et qui se nourrit presque à 90% de corail. Et surtout qu'à une vitesse de reproduction, il s'en crée des milliards en quelques jours, par exemple. Alors, bien sûr, beaucoup de larves sont mangées par des prédateurs, mais par contre, lorsqu'il est adulte, il n'a pas de prédateur. Je donne quelques indications comme ça, objectif du dossier pour comprendre ce qui va suivre. Ça perturbe tellement le discours dominant, que ce soit la nature ici qui détruit la nature. Je reviens, on est en musico-philosophie quand même, hein, que bien sûr, les spécialistes qui étudient, qui sont les spécialistes de ce biotope, les récifs coralliens en général, et singulièrement les étoiles de mer,
qui font partie de la grande famille des échinodermes, hein, il y a les oursins. Bon. Les spécialistes sont beaucoup plus sensibles que la moyenne des citoyens déjà au discours écologique. Je ne le reproche pas. Là, ils ont le droit de l'être escalité quand même, je veux dire. Je comprends que quelqu'un qui a dévoué toute sa vie au guépard s'inquiète un peu de la raréfaction de cette espèce, bien sûr. Hein. Sauf qu'il faut voir l'acharnement avec lequel on a formulé des hypothèses qui prouvent que c'est bien l'homme qui est la cause de la prolifération de cette étoile de mer. Il fallait y penser. D'accord? Parce que, et oui, c'est le réchauffement qui est dû à ta consommation, Émeric, à la mienne, au fait que nous nous vautrons, n'est-ce pas, dans un excès de consommation. Il faut vraiment appartenir à un drôle de monde pour penser comme ça. Alors que moi, quand je vais dans le supermarché, je suis plutôt frappé de voir des mères de famille qui regardent anxieusement tous les prix et qui ne se servent pas comme ça. Et qui regardent plutôt en bas les bas de gamme. Bon, bref, je ne vais pas faire pleurer les ménages. On se dispute et on dit que c'est le réchauffement induit par notre consommation. Ou alors, regardez, comme les causes invoquées sont indépendantes les unes des autres pour bien montrer que ce n'est pas scientifique, justement, cet acharnement à vouloir impliquer l'homme dans cette prolifération des acantharex. Ou alors, c'est que les excès de la pêche industrielle, qui existent, hein, il y a des excès, font qu'on a fait main basse sur les prédateurs de cette étoile de mer, donc, qui prospère. Quand on fait l'enquête, et ça se fait entre spécialistes, ils se disputent pour dire, mais vous êtes tombé sur la tête, ça ne marche pas votre truc. Mais non, d'abord, ces prédateurs sont des poissons assez rares, très rares, qui ne prolifèrent pas. La bête, l'étoile de mer en question, se reproduit à une telle vitesse que de toute façon, admettons même que les prédateurs en aient mangé la moitié en une nuit, une semaine après, il y en a 1 milliard. Et de toute façon, des mesures ont été faites pour montrer que ça n'y est pour presque rien. La raréfaction de leurs prédateurs, surtout que leurs prédateurs, il n'y en a pas beaucoup, c'est une espèce qui a très peu de prédateurs. Je vous l'ai dit tout de suite, c'est le poisson dit le Napoléon, vous savez, le poisson presque rond, là. Des conques, enfin de très gros coquillages extrêmement voraces aussi, mais en dehors d'eux, c'est plutôt elle qui dévaste tout que le contraire. Donc, le fait qu'on s'acharne comme ça, parmi ceux qui veulent impliquer une influence humaine, je continue première investigation analogique, sont ceux qui disent que c'est l'extension des cultures et donc des engrais, etc., et des pesticides, tout ce qu'on veut, dans les îles en question, qui, lorsqu'elles arrivent à la mer avec les cours d'eau, apportent des nutriments qui ont fait exploser les naissances de ces étoiles de mer. Pourquoi pas? Quand on fait une enquête, on s'aperçoit que ce n'est pas les cultures. C'est quand on a remarqué qu'il y a une corrélation entre les cyclones, qui sont très fréquents dans ces régions, et ce qu'on appelle les phases invasives. Parce que c'est périodique, hein, c'est connu des spécialistes, tous les 10-15 ans, il y a comme ça tout d'un coup une armada d'étoiles de mer qui ravage. Attention, je suis en train de parler d'espaces coralligènes qui vont de l'Australie au Japon, à cause de cet animal. Et en Australie, près de 60% des récifs de corail ont été détruits par cette étoile de mer. On ne nous en parle jamais. Le débat reste entre spécialistes, mais nous, chaque fois qu'on nous en parle, c'est bien sûr nous et notre consommation. Voilà. Vous me dites, mais quel rapport avec l'histoire de la musique? Le rapport, ça a été comme ça, intuitif au départ, et plus je le creuse, plus j'essaye de surmonter l'intuition dans le concept. C'est la monotonie du décor laissé par ce carnage. Un peu comme ces endroits sous-marins où il n'y a plus qu'une seule algue qui prolifère, parce que tout le reste a été enlevé. Je vais vous dire ma première analogie avec la musique, et vous allez comprendre. Vous connaissez mon couplet tel qu'il est
développé d'une manière un peu plus explicite que d'habitude dans l'admirable court-métrage que Alyosha, je me permets de, bien que j'en sois la vedette exclusive et principale, je me permets de faire l'éloge de ce court-métrage parce que le réalisateur le mérite bien. Les réalisateurs, c'est chez Alyosha, assisté justement de Pierre Alain, que je salue au passage, où je parle de la manière dont les musiques people ont arasé, vous voyez le rapport avec les étoiles de mer, ont systématiquement liquidé la riche diversité, non pas animale cette fois, je ne suis plus dans l'ordre de la nature, mais dans l'ordre de l'histoire, la riche diversité des musiques populaires. Qui se souvient, alors, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout ce qui est les variétés, comme on dit, hein, chez les disquaires, les Gloria Lasso, les Dalida, les Charles Trenet, vous voyez, je parle de choses qui sont au sommet de l'excellence, à côté de choses un peu plus ringardes ou un peu plus frelatées, mais peu importe. Ou Dario Moreno, je ne sais pas si on se rappelle de ce fantaisiste, à qui il arrivait de dire, avec sa chemise rose et sa langue qu'il était encore plus, et avec son accent latino-américain, si tu veux entendre Dieu, écoute ma voix. Bon, c'était un très grand acteur dans les films où jouait toujours le louche latino de service, n'est-ce pas? Donc, première analogie, je veux dire, il y a une dévastation qu'on impute à l'homme alors qu'elle vient de la nature. Et ici, deuxième analogie, les monocultures industrielles, vous savez, que je suis le premier à déplorer. On ne me croit pas quand je dis que je suis un écologiste rationnel, je veux dire, c'est-à-dire je suis pour une sauvegarde de l'environnement, et pas seulement une sauvegarde, mais une promotion et une extension de tout ce qui en fait la valeur, mais planifiée d'une manière démocratique par un collectif et non pas par une collectivité élue si possible. Et bref, qui soit une écologie qui soit l'effet de la volonté générale et non pas d'un MEDEF et d'un patronat qui a tellement envie, n'est-ce pas, de mettre les gens au chômage que le discours sur la décroissance lui est une divine surprise. Voilà. Il y a d'autres corrélations entre les pouvoirs et le discours écologiste dominant. Vous vous en doutez, quand on entend Jadot, c'est pas très compliqué. Mais enfin, ne serait-ce que l'atlantisme, l'appel à la guerre contre la Russie, enfin, je veux dire, je pourrais multiplier. Je ne suis pas dans le délire, là, je suis dans l'actualité. Il y a la manif de policiers avec les peines planchées pour les policiers. Donc, il a assisté. Non, oui, avec le ministre de l'Intérieur qui est le premier manifestant. Il faut savoir que si on met des peines planchées pour les policiers, ça veut dire que n'importe quel manifestant, maintenant, pourra même pas, s'il se fait tabasser et qu'il a un mouvement d'humeur, peut se prendre 10 ans. La guillotine tout de suite. Oui. C'est pour ça que Fabien Roussel qui va à cette manif, j'ai pas trop compris, mais bon, personnellement. Ouais, ça, c'est la politique politicienne. Ouais, mais là, des fois, ça a des conséquences pires qu'il ne pense, à mon avis. Mais bon. Ouais, ça, j'imagine. Mais, donc, je pourrais oui, ces monocultures, je pense par exemple à une des plus connues, celle du palmier à huile, vous savez, on dénonce toujours les mêmes choses, hein. Surtout quand il faut accabler des pays pauvres comme l'Indonésie. Je suis sûr que si on avait fait le nécessaire pendant 40 ans de soi-disant aide au développement pour que l'Indonésie soit une puissance comparable à Taïwan, dont on a alors là besoin face à la Chine populaire, ou tout l'argent qu'on a versé à l'Allemagne fédérale quand elle était la vitrine de l'Occident face au bloc soviétique et au pacte de Varsovie, ben, l'Indonésie ne serait pas dans l'état où elle est, hein, je veux dire. Alors, ils font du palmier à huile. Je ne veux pas les défendre, je ne dis pas que c'est bien de faire du palmier à huile, mais je veux dire, vous savez que la disparition de la forêt, et c'est le cas aussi au Brésil, c'est avant tout le bois de chauffe. Croyez un vieil Africain. Quand vous voyez dans des pays du Sahel, comme le Niger où j'ai vécu, mais c'est pareil au Mali ou au Tchad, quand vous voyez le nombre de personnes, essentiellement des femmes, qui vont faire la corvée de bois après avoir fait la corvée d'eau le matin,
qui vont chercher du bois dans des pays où l'arbre est rare, qui n'en sont pas au nucléaire, vous vous en doutez bien, en matière de sources d'énergie, qui n'en sont pas au gaz, je fais une petite régression, n'est-ce pas, de la moins carbonée à la plus, n'est-ce pas, ni le nucléaire, ni le gaz, ni le pétrole, ni le charbon, mais le charbon de bois encore, ils en sont encore là. Vous voyez les entassements de branches d'arbres devant les cases dans les quartiers populaires. D'accord, avec une perte énorme, vous voyez. La principale cause de la déforestation, c'est pas seulement la rapacité de quelques grandes plantations ou d'exploitants forestiers, c'est avant tout la misère. Pour en être réduit à n'avoir que le bois pour s'éclairer et se chauffer, il faut vraiment être au bas de l'échelle historico-sociale. Voilà, enfin la parenthèse. Donc, c'est tout ça qui m'a dit, mais bon sang, ça me rappelle les ghettos sonores que je dénonce assez souvent, avec le point commun avec ce que devient un récif coralligène après le passage de nos féroces étoiles de mer, c'est en particulier la monotonie, le contraire de la diversité tant prônée comme une valeur. C'est ce qui me fait dire, je mets au défi de prouver le contraire, que c'est la première fois dans l'histoire musicale de l'humanité qu'on entend les mêmes tubes, les mêmes hits, comme vous voulez, les mêmes succès, entre 22h et 2h du matin, dans une boîte ou une soirée, peu importe, à Tokyo, à Abidjan, à Paris, à New York ou à Rio. Alors, bien sûr, il y a quelques dominantes ici ou là de temps en temps, mais enfin, je veux dire, grosso modo, à Michael Jackson, vous l'entendiez, vous voyez, j'ai rien contre ce garçon, hein, qui danse fort bien. C'est pas, je préfère ses spectacles à ses concerts, mais d'ailleurs, je n'ai pas besoin de me fatiguer parce qu'on ne dit plus les concerts. C'est très significatif. Je vais au spectacle de Johnny Hallyday, je vais au spectacle de Michael Jackson. C'est intéressant, ça aussi. Bon, on revient à tout à l'heure, la géographie, l'espace, spectacle, ce qu'on voit, c'est pas par rapport à l'ordre du temps et de la temporalité que celui de la musique. Voilà, mais les dégâts, je reprends ma métaphore des étoiles de mer, les dégâts dans la conscience musicale, au sens où on parle d'une conscience politique, soit pour se féliciter qu'elle y soit pour déplorer qu'elle soit déficiente ou absente. Eh bien, le niveau de faiblesse de la conscience musicale, la réduction des facultés de perception des sons, parce qu'à force d'entendre des musiques les plus simplifiées qui soient, ben, c'est comme un muscle, hein, le muscle s'atrophie, et l'oreille, dès qu'il y a une petite subtilité, n'est-ce pas, l'oreille ne perçoit plus ces subtilités. Oui, c'est pour ça qu'il y a des tas de théories. En ce moment, tu vois revenir tous les positivistes avec leur test de QI et leur oreille absolue, etc. Et tout est dans les gènes. Et bah, on se prend finalement à ce propre jeu. C'est pas pour élever le niveau général, bien au contraire. Ça évite de dire que tout s'éduque finalement. Hein, qu'il y a aussi des choses qui s'apprennent. Hein, je ne sais pas quelle est la part dîner. Mais en tout cas, c'est sûr que paraît-il que le QI, ça reste toute la vie. Bah, on voit bien qu'il y a des esprits qui se sclérosent. Hein, et c'est pareil pour l'oreille. Hein. Ah ben, je suis content de ton intervention parce que c'est le cœur de ce que je veux faire apparaître. C'est ce naturalisme qui est, je ne parle pas de la nature c'est l'objet de la physique, c'est du sérieux. Hein, je veux dire ce qu'un physicien dit dans ses équations, ça je ne me permettrai pas de le discuter. Mais le discours sur la nature, n'est-ce pas, qui est tout sauf scientifique, qui prend des fois l'apparence de la science et qui à ce moment-là, tu parles de positivisme, c'est tout l'abîme qui sépare le scientisme de la science. Exact. Et j'aime bien répéter le fait que l'écologisme est à l'écologie rationnelle et démocratique et planifiée que j'appelle de mes voeux, ce que le scientisme est à la science. Oui. Alors, je suis content de ton intervention parce que justement, je veux dire, une des meilleures manières de créer l'amnésie, car c'est ça le sujet de mon intervention ce soir,
C'est une espèce d'amnésie produite, provoquée, je veux dire, pas seulement instillée, mais imposée par l'idéologie dominante. Cette amnésie de quoi? De notre propre histoire, de notre sensibilité. Déjà, à l'intérieur même du répertoire classique, j'avais montré que la mode de la musique, je ne dis pas de la musique baroque, pourquoi je ne vais jamais dire un mot contre Vivaldi, contre Corelli, contre Telemann ou contre, je ne parle même pas de Bach ou de Handel, bien sûr. Non, mais le discours qui promeut ce répertoire, autrement dit celui des baroqueux et non pas des musiciens de l'époque dite baroque. Les musiciens n'auraient pas compris d'ailleurs à l'époque pourquoi on appelait ça baroque. Enfin, c'est très intéressant de voir que ce discours-là, qui passe son temps à tacler le romantisme comme étant justement la mauvaise interprétation, boursouflée, emphatique, qui grossit, qui engraisse démesurément les effectifs musicaux, etc., et qui rajoute du pathos là où on devrait avoir une objectivité. Il y a quelques génies, je pense à Glenn Gould, n'est-ce pas, qui se conforment à ces normes esthétiques, mais enfin, le génie de Glenn Gould dépasse la mode des baroqueux, à peu près comme Victor Hugo transcende largement le cadre du romantisme. Hein. Je ne sais pas s'il aurait apprécié la comparaison, mais c'est une autre histoire, notre puritain, là. Je pense à Glenn Gould. Mais, donc, déjà, d'avoir fait provoquer cette excroissance du répertoire baroque qui, pour certains maintenant mélomanes, devient la pâture exclusive dans le répertoire classique, au point que j'ai entendu encore quelqu'un qui ne sait pas, pour moi, Mozart, c'est le commencement de la fin. Ou il y en a qui disent que le piano, c'est déjà la fin. Oui, je t'en prie. C'est Gould qui disait qu'il était mort, il aurait pu mourir encore plus tôt, ça aurait été mieux même. Mais... Oui, tu fais allusion à son intervention qui a pour titre « Pourquoi Mozart a raté l'occasion d'être un grand compositeur ». De ça, voilà, oui, exactement. Mais je comprends. Et on est en plein, on est vraiment en face tous les deux ce soir parce que on se fait un feu croisé de mitrailleuse, pardon pour la comparaison, mais quand c'est contre l'idéologie dominante, pourquoi pas? Surtout que ça tue pas grand monde, ces choses, quand c'est métaphorique. À savoir qu'il s'agit de Mozart, c'est-à-dire la quintessence même, j'en avais parlé dans une intervention, dans un musicosophie précédent, donc je ne vais pas m'attarder, n'est-ce pas, de la jouissance, du bonheur, de l'éros, comme jamais on l'a exprimé avec autant de liberté et aussi peu de puritanisme qu'au XVIIIe siècle. J'ai quelques analogies dans la peinture avec Fragonard, n'est-ce pas, Finalement, je me demande si Picasso serait pas le meilleur exemple. Parce que Fragonard, c'est encore un peu limité. Il n'y a pas le génie universel de Mozart. Finalement, c'est peut-être Picasso qui sera l'analogone, comme tu disais. Oui, non, je disais à l'époque, pour illustrer cette sorte du bonheur, bien sûr. Ou un boucher, mais là, bien sûr, non, mais je présume que tu penses au Picasso, par exemple, de ces gigantesques faunes qu'on voit sur une plage comme ça, avec un horizon et une mer bleue, à l'époque de Valoris. Mais même toute la sensualité qui n'a même pas forcément besoin de s'afficher ou de se thématiser. C'est ça la différence avec le... Ni même de s'expliciter, bien sûr. Et qui n'a rien de provoquant, au contraire. Et n'est pas le boucher. Voilà. Oui, alors justement, à un stade inférieur, ça donne les petites nymphettes de boucher que les vieux marquis et grillards commandaient pour leurs alcôves. Hein, voilà, c'est ça. Bon, enfin, dans tous les cas, on est loin de l'apostrophe permanente dont on est l'objet maintenant, n'est-ce pas? Voilà, les pastels plaintifs et les pas le boucher. J'ai un ami, je ne nommerai pas, parce que ça le mettrait mal à l'aise, mais qui me dit qu'il a été récemment dans une soirée où une jeune femme de sa génération, donc entre 20 et 30 ans, a interrompu brutalement la soirée, c'est elle qui recevait, en disant que chacun regarde son voisin de droite en disant quelque chose de sincère. Vous voyez?
Ah oui. Bientôt, c'est les commissaires politiques qui vont organiser les soirées de détente, n'est-ce pas? Mmh. Donc voilà, on est à l'opposé, on est à l'opposé Ouais, ouais. Oh, de. moi, je ferais plutôt la comparaison avec l'Inquisition espagnole. Hein. C'est plutôt Non, mais non, les mais commissaires politiques. Les ça commissaires politiques, ils avaient s'impose, un rôle qui ça était de diriger s'impose. les On généraux, est enfin, tellement en déconner. face que tu anticipes. Je comptais faire un jeu de mots sur les inquisitions. C'est exactement Mmh. ça. Je passe mon temps à dire que ce discours naturaliste, écologique, qui est un discours apparemment gentillet, faites pas la guerre, ça c'est très bien, faites l'amour, c'est encore mieux. Soi-disant Encore, spontané, alors qu'il est et ultra encore construit. ça, c'est les 60s. Aujourd'hui, faites l'amour, c'est presque une agression, hein, c'est presque un harcèlement. Hein. Mmh. Mais c'est dégoûtant. Mais non, de même que il n'a jamais été écrit dans l'Évangile qu'il fallait couler du plomb fondu dans l'anus et les yeux des Juifs, ce que l'Inquisition s'est pas privée de faire. Mmh. De même je dénonce ce qu'il y a de violent dans ce discours, dans le puritanisme contemporain. Mmh. Ce qu'il y a d'extrêmement violent. Qu'ils prennent la forme d'un puritanisme explicite. Je pense aux intégristes de diverses religions, de la catholique à la musulmane, peu importe, il y a des intégristes dans tous les credos, en particulier dans les grandes religions monothéistes, pourquoi pas, et qui sont souvent hétérodoxes par rapport au texte canonique. Donc, ce n'est pas une critique. Il y en a aussi dans le polythéisme hindou. Hein, Alors, tu m'enlèves de la bouche. Mais, il y en a qui disent que ça a été importé par. je me demande s'il ne faudrait pas inverser les rôles et que ce soit toi qui me pose moi qui te pose des questions, parce que tu anticipes exactement ce que je veux dire. J'allais citer Ramendra Modi, je crois qu'il s'appelle le Premier ministre hindou, qui flatte une inquisition païenne, alors que l'inquisition, pour nous, c'est vraiment toujours connoté avec la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et voilà que dans un pays où il y a 324 000 dieux à peu près, divinités, c'est une hyperbole. Et je crois qu'il y en a un peu plus que ça d'ailleurs dans les textes. Bon, parce que ça se multiplie après dans le Bhagavad Gita ou dans le Ramayana. Voilà qu'il est d'une violence et d'une agressivité vis-à-vis, et pas seulement des musulmans, parce qu'il l'est vis-à-vis des musulmans, bien sûr, c'est un vieux conflit. Il ne faut pas oublier, et ça montre une continuité effarante et inquiétante par rapport à l'aujourd'hui, que la séparation au moment de l'indépendance des Indes, je dis bien les Indes, vous allez comprendre pourquoi, c'était plus vaste que la fédération indienne d'aujourd'hui. Ça comprenait ce qui s'appelle maintenant le Pakistan à l'ouest et le Bangladesh à l'est. Ce qu'on appelait à l'époque le Pakistan occidental et le Pakistan oriental sur mes vieilles cartes de géographie de quand j'étais gamin. Or, la scission, cette séparation qui ont fait que ces Pakistans-là ne font plus partie de l'Inde, les deux étant musulmans, ont été instaurés par Lord Mountbatten, que la terre lui soit légère, il vient de mourir, n'est-ce pas, a été imposé aux Indiens par les Anglais pour pas tout perdre au moment de l'indépendance de l'Inde, quand ils ont vu que la partie a été râpée. Déjà, il y avait les intérêts occidentaux, on dirait aujourd'hui atlantistes, qui jouaient à fond la carte intégriste pour sauver les meubles. Ils vont rééditer ça en distribuant des missiles Stinger pendant la guerre des talibans contre l'armée soviétique. C'est pas ces missiles qu'un gamin peut abattre un hélicoptère sans avoir beaucoup de pratique. Voilà, donc on est dans des choses très, très sérieuses. Donc, comment faire entendre là-dedans des musiques qui supposent exactement l'inverse du monde dans lequel on veut nous embarquer. Un monde où le danger commence avec le voisin de palier. Oui, bien sûr. Là, tu poses une bonne question. C'est pas simplement tu as raison d'insister sur le fait que c'est pas simplement la qualité musicale, la diversité musicale, c'est aussi. Non, je n'ai pas un jugement de valeur esthétique là. Ou plutôt, je fais dériver le jugement de valeur esthétique, c'est encore plus terrifiant. Je montre que pour
réaliser ses objectifs en première et dernière instance politique, sociopolitique, on n'a pas hésité à faire dégringoler la valeur esthétique jusqu'au dernier degré. C'est encore Oui. plus inquiétant. Mm. Ce qui n'empêche pas les super dominants de s'écouter quand ils veulent, Brahms, Bach, je veux dire, eux, ils tirent leur épingle du jeu. C'est pour les masses, là. Mais je suis pas sûr, je crois que si on regarde les statistiques, c'est même pas vrai. Tu veux Non, non, développe, ça m'intéresse. Non, mais la pratique musicale, disons, de la musique savante se décroît dans toutes les classes sociales. Hein. Donc, ce qui montre bien qu'il y a une. Alors, d'accord, je chercherai des statistiques si tu veux des statistiques, mais en tout cas, tu vas être surpris dans les statistiques. Tu vas être surpris parce que tu as raison, sauf que c'est pas généralisable à la planète. Oui, dans notre Occident attentiste, tu as raison. Oui, voilà, Par ça. contre, on n'a jamais vu une telle explosion chez les jeunes. Oui, oui, exactement. De la pratique de la musique classique au plus haut niveau, qui rafle tous les prix de piano et tout, c'est les Coréens, les Chinois, maintenant, les Japonais les avaient précédés, mais maintenant, c'est plutôt l'Asie continentale qui l'emporte. Et je parle en quantité et en qualité. Parce que sinon, il y a aussi Adam El-Bacha, le Libanais, qui est un des meilleurs interprètes de Beethoven contemporain. Je veux dire, il y a comme ça tout un monde extra-européen qui frappe à la porte. Comme il y avait Murray Peraya. L'excellence culturelle, exactement le même malentendu qu'il y a entre ceux qui prônent la décroissance, pendant qu'il y a des centaines de millions de Chinois qui sont passés en moins d'une génération, n'est-ce pas, du fumier qu'on enfonce dans le sol, du fumier humain qu'on enfonce dans le sol avec les pieds dans les rizières, n'est-ce pas, à l'eau courante, je veux dire, à l'appartement à Shanghai, etc. Je veux dire, encore des problèmes. Je veux dire, mais alors, quand même, je veux dire, ceux-là, ils ne vont pas être pour la décroissance. Ils y arrivent à peine, ils sortent à peine la tête de l'eau. Pour être juste, ils sont aussi passés des communes populaires à la prolétarisation. Mais c'est vrai que ça a été une étape. Mais quel progrès par rapport aux campagnes, je veux dire, ce qu'étaient les campagnes. C'était effrayant. Voilà, quand on n'enjolive pas le passé, qu'on regarde les chroniques, je veux dire, c'est assez effrayant. On est en train de dire quoi? Que c'est le même malentendu? Oui, c'est vrai, tu as raison, qu'il y a je cherche un collapse du goût dans les classes dominantes. C'est bien ça que tu veux dire, hein? Il me semble, mais ne serait-ce que quand tu vois, je sais pas, on peut quand même, il suffit de regarder nos présidents et le type de fêtes qu'ils organisent, ou même les épouses et chanteuses les chanteuses qu'ils épousent, enfin, qui font quand même des musiques sur trois accords majeurs. Enfin, c'est quand même, c'est comme ça ça dont il est question. Enfin, je pense que c'est la face immergée de l'iceberg, mais a priori, normalement. Une classe sociale se régule en regardant ses propres dirigeants, enfin, pour la bourgeoisie. Donc ça me semble quand même assez probant. Parce qu'on dirait toujours que c'est l'exception. C'est pas pour te contredire, mais j'ai les gens qu'on une petite réticence à attaquer Marie-Antoinette. Oui. Ce que j'appelle le syndrome Antoinette. Je veux dire, on accable la femme, l'épouse, plus facilement que le principal responsable. Il y a de quoi faire, mais je présume que tu faisais plutôt allusion au président antérieur, quand tu parlais d'actrice. Mais d'ailleurs, c'est vrai que ce syndrome on vise toujours la femme, ça vaut aussi pour les épouses de dirigeants communistes. Je pense à Torres Vermersch qui a toujours traîné. Oui. Et tu as oublié Madame Marchais, mais tu es peut-être trop jeune, tu n'as jamais entendu que Madame Marchais portait des vestes en vison, mais elle mettait le vison à l'intérieur pour pas qu'on le voit. Ah non, ça, je n'ai pas entendu ça. Ah oui, non, mais tu ne connais pas ça. Moi, j'ai entendu ça. Oui. Il faut le trouver, il faut l'élaborer quand même. Hein. Le vison à l'intérieur. Le vison invisible, c'est joli quand même. Comme assonance. Comme allitération, pardon. En tout cas, oui, bravo, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a un contraste entre cette musique dite occidentale qui n'est plus si occidentale que ça, qui se mondialise en même temps pour un effet. C'est un petit peu comme c'est l'analogie aussi de la classe ouvrière aussi, dont on parle plus
en Occident et qui ne cesse de croître au niveau mondial. Mais voilà, mais quelle ruse de la raison tu es en train de pointer. Quelle ruse de la raison que ce soit maintenant une petite chinoise, laquelle, si on remonte à ses grands-parents, ça devait être encore la misère rurale, n'est-ce pas, qui maintenant, n'est-ce pas, fait trembler tous les candidats au concours Tchaïkovski à Moscou ou Marguerite Long à Bruxelles ou ou le prix Élisabeth de Belgique, pardon, à Bruxelles ou Marguerite Long à Paris. C'est quand même, c'est grave quelque part. Le concours, bien sûr, Chopin à Varsovie, pour prendre vraiment les concours de piano les plus prestigieux, ou l'extrême-orient asiatique, réitère l'opération des Russes qui, à une époque, ont raflé systématiquement des Slaves en général et des Russes en particulier, n'est-ce pas? Voilà quoi. Donc, voilà ce qui s'oppose. En fait, quelque part, ce sont tous ces peuples qui sont sortis du féodalisme. C'est le moment où ils sortent du féodalisme et ils acquièrent en fait c'est nous, au moment où on en sort, qu'on a effectivement les Lumières, on a des fois cette musique baroque plus classique et puis cet apogée. Et puis d'une certaine manière, oui, c'est lié aux Lumières. Hein. C'est quand même et ça se réfracte quand les peuples y passent en fait. Hein, aussi. Quand les peuples y passent à cette période. Enfin, cette période qui peut durer un siècle ou deux. Enfin, malheureusement, il faudrait que ça continue effectivement. Mais oui. Bien sûr, c'est pas rigide, mais je veux dire, à mes heures sombres, ça m'arrive, j'appréhende qu'on arrive à un seuil où on est, je ne veux pas dire que ce soit impossible, je ne veux pas être pessimiste à ce moment-là, mais où ça devient de plus en plus difficile de tenter de faire émerger la conscience historique, qui sera peut-être enfouie dans les mémoires jusqu'à être inaccessible à l'anamnèse. Je veux dire, un refrain de valse oubliée dans une symphonie de Tchaïkovski, qui vient tout d'un coup flotter là comme ça à un moment où elle n'attendait pas, c'est les accidents dans la dramatisation d'un morceau de musique qui sont absolument inaccessibles maintenant à une écoute répétitive. Et là, je retrouve la monotonie de ce qu'est devenu un récif de corail après le passage des étoiles de mer. C'est à peu près partout les mêmes eaux blanchâtres, si je puis dire. Hein, je ne force pas énormément la métaphore, parce que c'est zoologiquement confirmé que c'est ça, c'est les squelettes du corail, en fait, enfin, quand il est blanc. À ce qui reste, justement, de cette dramatisation dans des musiques, et ça m'a frappé quand je les écoute encore récemment dans les publicités, parce que je suis tellement sensibilisé à la chose sonore que je ne peux pas m'empêcher d'entendre même les pires des musiques dans un supermarché, etc. Alors on dit que c'est fait pour nous faire consommer. Moi, ça me paralyse. Je n'ai qu'une envie, c'est de quitter le. Bon. Mais pour l'anecdote, j'ai vu des cafetiers, hommage aux cafetiers, puisqu'ils rouvrent depuis hier. Juste pour te faire plaisir, sachant que tu es mélomane, parce que c'est même le terme demanderait à être déconstruit, entre guillemets, mais te passer la radio à fond et vous pouvez même plus discuter. C'était une torture, en fait. Mais bon. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je me rappelle de scènes un peu pénibles. C'était au Maroc la dernière fois. J'étais avec une compagne, on arrive dans un café qui est au pied des Oudayas, à Rabat, c'est un endroit magnifique, là, sur le bord de mer, et le café était vide. Et le personnel, d'une gentillesse, qui avait les bras croisés, qui attendait des clients, voyant qu'on arrive, et pour pas qu'on s'ennuie dans cette salle vide, commence à nous mettre une musique insupportable. J'étais très gêné de leur dire, je suis désolé, mais ma femme a la migraine, vous ne pouvez pas juste baisser. Mais j'étais gêné parce que c'était gentil de leur part. Oui. Oui. Alors, cette histoire de la musique qu'on met pour pas me fait revenir au fil essentiel de mon propos. C'est que dans tous les cas, cette pression de l'idéologie dominante, on pourrait me dire, enfin Dominique, faut pas faire la parano, enfin quand même, je veux dire, quel est l'intérêt des pouvoirs dans ce que vous dites? C'est que le sujet, pour parler philosophie maintenant, ne soit jamais face à lui-même. Qu'il soit toujours diverti, mais pas au sens pascalien, au sens légitime. Moi, toute l'histoire de l'homme est une histoire du divertissement, et tant mieux. Moi, ce qui est ignoble dans la misère matérielle, n'est-ce pas, c'est qu'on limite
au sujet ses possibilités de divertissement. Donc il est condamné à la fois à la détresse matérielle et à l'angoisse morale, celui qui est dans la dèche. Donc, je ne fais pas le procès du divertissement comme un moraliste du grand siècle. Je ne connais pas Pascal, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse, mais Pascal dit peut-être ce qu'il y a de plus profond dans ses textes sur le divertissement, Dieu sait s'il y en a, c'est quand il dit « Et ceux qui font là-dessus les esprits forts en disant que les hommes sont bien vains de courir après un lièvre qu'on ne voudrait pas s'il était offert, ne comprennent pas l'action de l'homme. » Autrement dit, il est en train de dire le réel et rationnel, Pascal. S'il se divertit, c'est qu'il y a une raison, c'est que la chasse le distrait de penser à la mort de son fils, enfin il prend des exemples, etc. Bon bref, donc, non, mais là je parle d'une autre forme de divertissement, dans la monotonie au contraire, alors que le divertissement traditionnel consiste à multiplier justement, et je reviens à des problématiques purement musicales, les occasions de faire intervenir des épisodes dramatiques au sens pas du tout tragique, hein, de l'action, comme dans Beethoven par exemple. Ça peut être très gai, ça peut être bouffon, ça peut être… Il y a souvent une verve populaire chez ce plébéien de Beethoven, n'est-ce pas, qui n'hésite pas à transgresser quelque part les normes de goût de Haydn et de Mozart, par exemple, surtout de Mozart. Donc, mais ce qu'il y a de commun, et Haydn est le premier à le faire intervenir, c'est que le discours musical n'est pas une frise au sens grec, comme on dit une grecque là, sur un motif de décoration, une répétition comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu une mesure, on peut anticiper toutes les autres, qu'elles soient excellentes ou pas, ne change rien à l'affaire. Non, c'est qu'il y a à chaque fois un imprévu, une rupture, un changement. Des occurrences, des événements, des inattendus qui sont le propre de ce qui va s'incarner bientôt dans la forme sonate, qui va remplacer la forme en imitation, la forme fugue, et pour être la première grande expression sonore de l'inquiétude moderne. Inquiétude au sens où Leibniz développe un très beau parallèle dans la langue allemande, où Unruhe, l'inquiétude, est le même mot pour l'inquiétude au sens psychologique et le battement de l'horloge, le tic-tac de l'horloge dans la langue allemande. C'est intéressant. Il y a le livre de l'intranquillité aussi de Pessoa. De l'intranquillité, tout à fait. Ouais. De Pessoa. Pessoa, oui. Voilà. Voilà, donc j'essaye de faire émerger ça, c'est que j'ai peur que l'homme, pour être plus simple maintenant, mais je ne pouvais pas exprimer cette simplicité avant les développements précédents. J'ai bien peur que l'homme, fabuleusement enrichi par son épaisseur temporelle, se voit actuellement dépouillé de cette épaisseur temporelle et rendu aux grandeurs seulement extensives, ou à ce que Hegel appelle, une formule saisissante, la différence indifférente. Oui, tout à fait. Avec une disparition du sens du tragique, hein, quelque part. Voilà, la différence seulement quantitative. On augmente le volume, par exemple. Hein. Et là, on retrouve un peu notre adversaire positiviste, hein, parce que c'est bien cette vision du monde qui est en jeu. Donc, et c'est bien le grand remplacement, le vrai remplacement qu'on voit. Hein. C'est le remplacement de l'humain par le rapport de production capitaliste. Hein, ça me semble, si on voit pas ça, là, en termes d'aliénation, absolument. C'est pas des histoires de couleur de peau, hein, ça se joue pas là. Et j'illustre ton rapprochement pour montrer que c'est tout sauf un amalgame, au contraire, que c'est parfaitement indiqué, en ayant recours à la magnifique théorie de l'illusion chez Spinoza. Où Spinoza dit celui qui est dans l'illusion n'est pas en train de créer, de penser quelque chose qui n'existe pas. Parce que si c'était ça, l'erreur serait plutôt une preuve de la puissance de notre pensée, de pouvoir, comme Dieu, faire exister quelque chose qui n'existe pas. Non! L'illusion chez Spinoza, c'est quand on pense une réalité qui existe, mais qui n'est pas à sa place, qui est déplacée au sens que Freud reprendra plus tard.
On voit bien ici. L'exemple le plus simple, c'est le mirage, hein, au sens optique du terme, dans le désert. Hein, ce qu'on voit là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, mais ailleurs, à 20 km de là peut-être. Oui. Oui, ces gens qui ont cette nostalgie des années 60, Fordistes, etc., y compris parce que les bidonvilles étaient assez loin pour leur cacher la diversité de la société française, mais effectivement, ils regrettent une certaine douceur de vivre. Mais j'en ai vu qui les regrettent. Dans les rapports sociaux qu'il faut chercher. C'est marrant que tu parles des bidonvilles, j'en ai vu qui les regrettent dans le discours écologique, hein, écologiste. J'en ai vu qui disent oui, c'était quand même mieux que ces cages à lapins, les HLM et tout. Non, pas du tout. Les gens étaient en fait, ils n'ont jamais digéré. Il y a une haine des masses dans tout ça. Une haine de l'accès. Je reviens à la Chine tout à l'heure. Puis les pays de l'Est, c'est toujours ce qui revient. Une haine qui n'est pas pour tout le monde, quoi. Pardon? Et puis dans les pays de l'Est, quand on en parle, c'est toujours ça qui revient. Mais bien sûr, bien sûr. Ils te montrent la Corée du Nord avec des immeubles immenses, mais ils ne savent pas quel était l'état de la Corée après les bombardements américains. Mais bon, c'est-à-dire. Fuyons ces lieux gâchés par les masses. J'ai vu qu'on a réouvert hier le Louvre. Les musées en général, le Louvre en particulier. Toutes les personnes interrogées, qu'on interrogeait, il y en a qui couraient pour être avant tout le monde, seuls devant la Joconde. Parce qu'à d'habitude, il y a 80 personnes agglutinées. Et chaque personne qui était interrogée, ils s'étaient démerdés, ceux qui faisaient l'émission, pour interroger ceux qui exprimaient leur haine des masses en disant, vous comprenez, c'est tellement agréable d'être sans les touristes. Il ne vient pas à l'esprit, les touristes, c'est eux. C'est quand même extraordinaire, quoi. Plus on est médiocre, plus on est moutonnier, plus on dénonce le règne des masses. C'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire. Il n'y a pas plus touriste que de chercher un endroit où il n'y a pas de touristes. C'est la métaphore de la montée de l'extrême droite, c'est exactement ça. Hein, parce que bien sûr. Dans la fascisation actuelle, c'est vraiment ça. Bien sûr. C'est l'essence de ça, avec cette espèce comment dire, enfin comment il dit Hegel déjà, la belle âme, quoi, en fait, hein, tout simplement. Oui, la belle âme. La belle âme politique, l'impolitique. Et la belle âme étant jamais loin chez Hegel de la conscience malheureuse. Hein, ça appartient à la même figure chronologiquement chez Hegel. Hein, alors, puisque j'ai parlé de ceux qui veulent avoir la Joconde pour eux seuls là, dans la salle. Elle a chaud au cul, pour écrire ça comme du chant en dessous. Tu veux dire il avait écrit L-H-O-O-Q. Oui. C'est ça. Alors justement, non mais je rapproche ça, je montre une droite qui était autrement plus généreuse, enfin une droite. Un conservatisme décadent, je pense à Oscar Wilde, hein, on est loin de l'extrême droite, qui était au contraire victime du puritanisme victorien dans ses années de prison. Non, mais je pense à une saillie merveilleuse de Lord Henry dans le portrait de Dorian Gray, qui dit « L'autre jour, je suis allé au Grosvenor, un des grands musées londoniens, et il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu voir les tableaux, ce qui est exécrable. Et le lendemain, il y avait tellement de tableaux que je n'ai pas pu voir le monde, ce qui est encore pire. » Voilà, c'est ça. C'est quand même plus sympa. Plus généreux. Voilà, mais je crois que j'espère que Maîtresse de ses désirs, elle vit le monde, elle en fut vue. Mais c'est ça, c'est ça. C'est vos souhaits, hein, pour terminer notre entretien. C'est bien écrit quand même, hein. Ouais. Il paraît que Gide, laissant filer la pirogue, enfin qui était actionnée certainement par un Congolais, quand il descendait le fleuve Congo, il paraît que Gide lisait Bossuet en chassant les moustiques comme ça. C'est extraordinaire quand même. Voilà, j'y pense parce que tu cites Bossuet. Lorsque je descendais des fleuves impassibles, voilà. Oui, exactement. Eh bien, je lisais Bossuet. Bossuet, ben voilà. Bon, ben, j'espère que je n'ai pas été trop alarmiste ou trop... Mais je suis frappé. Je te remercie d'avoir posé le problème dans toute sa splendeur. Et voilà. Et je voudrais que des équipes... Un grave problème. Oui. Pardon ? C'est un grave problème de désanthropologisation. Hein, oui. On parle. Voilà. C'est bien ça l'enjeu. C'est bien ça. Et tu me donnes ma conclusion. Elle est foucaldienne, ma conclusion. Oula.
Oui. Non, mais je vais pas me Une servir fois de n'est pas Foucault. coutume, alors oui. Non, mais je vais pas me servir de Foucault pour faire ma conclusion à moi, mais pour être le, 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 Ah, la le mort de l'homme. le représentant emblématique du mal que je viens de pointer. C'est que Foucault, tu parles de l'homme, est justement celui qui a dit l'homme est une invention récente et fort heureusement appelée à disparaître bientôt. Fort heureusement, oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui, mais c'est. Je montre ici, c'est pas moi qui fais les amalgames. Sur le récent, il n'a pas tort. Hein, Mais entre l'anti-humaniste, le zadiste, celui qui dit que l'homme vraiment est l'espèce animale la pire de toutes, et ça c'est pas Foucault, Foucault c'est quand même plus relevé. Et Foucault qui prône la disparition prochaine de l'homme et qui s'en félicite, il y a une homogénéité politique terrifiante de ce monde que tu as très bien dit tout à l'heure quand tu as dit il n'a même plus la pertinence musicale. Et heureusement qu'il y a des Yuja Wang, pour parler sans doute d'une des plus grandes praticiennes du piano, j'ose même pas faire un jugement de valeur, pas, chinoise, voir ce nom, comme on dit, Yuja, Y-U-J-A, n'est-ce pas, Wang, W-A-N-G, le nom, le patronyme chinois très courant, n'est-ce pas, et tant d'autres, mais qui sont, je ne veux pas prononcer des noms coréens, j'ai du mal, et à Eon Sum, je crois, pendant ce temps, pendant que les exigences musicales se réduisent comme une peau de chagrin dans notre petite péninsule euro-atlantiste, notre petit promontoire, pendant ce temps-là, je veux dire, heureusement que la relève est assurée par ceux dont, je rappelle, les ancêtres enfonçaient le fumier humain dans les rizières il n'y a pas si longtemps. Voilà quelle sera ma conclusion, pour laquelle je remercie Foucault. Eh ben, Tajia Tsaijen. Au revoir tout le monde. En chinois. Merci, il faudrait que je prenne des cours, dis donc. Hein. Ouais.